Vous écoutez Axon par Capsule. Dans le premier épisode de notre nouveau thème, nous allons découvrir ce qu'est la vie à la rue. Et ce, à travers le témoignage de Tony. Nous découvrirons également la place de la femme au travers du témoignage d'Éléonore, réalisatrice d'un court-métrage à ce sujet. Et avant de commencer, il faut que je vous parle du travail de Agathe qui a fait un travail formidable sur l'identité visuelle de Capsule. Elle fait des illustrations inspirées de l'iconographie médiévale occulte. Vous pouvez trouver des prints dans sa boutique et la contacter pour des expos ou des collabs. Allez voir sur lasatané.fr, vous trouverez le lien en description de ce podcast. Bonne écoute. En fait, si je te raconte pourquoi je suis arrivé à la rue, mon histoire personnelle, je pense que ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Parce que c'est quelque chose de commun. Ouais, je suis alcoolique depuis que je suis jeune. J'ai rencontré une femme, on a fait un enfant ensemble. Elle s'est rendue compte que j'étais pas assez responsable pour gérer elle et la pitchoune, et qu'elle a rencontré un autre mec qui gérait mieux sa vie. Elle a fait sa michto, elle est partie avec lui. Moi, j'ai pas géré derrière, j'ai démissionné de mon travail, j'ai quitté ma maison et je me suis retrouvé à la rue. Voilà. Je ne représente que moi et que ma vision des choses. J'aime pas du tout les généralités et je veux pas du tout en faire une ici. Je veux pas que les gens qui écoutent ça pensent que c'est comme ça pour tout le monde ou quoi. Moi, c'est mon témoignage personnel. Et tous les SDF sont pas les mêmes et tous les SDF vivent pas les choses de la même façon. Je cherche pas de légitimité à ce qu'on est en train de faire, tu vois. Je sais pas. Pour moi, c'est juste une discussion entre potes et s'il y a des gens que ça intéresse, tant mieux. Je pense que je représente une personnalité qui est à même d'avoir des fragilités et donc de se retrouver dans une situation telle qu'être devenir SDF. Donc, effectivement, quand tu me poses les questions pourquoi, je te dis parce que déjà, à la base, j'étais fragile. À la base, il y a eu une certaine fragilité chez moi et il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont encore plus détruit, qui m'ont encore plus... Enfin, voilà. Est-ce que tous les gens de la rue sont comme ça? Je sais pas. La plupart que j'ai rencontrés, oui, sont des gens qui ont été brisés. La plupart, vraiment. La majorité des gens. D'autres, je pourrais pas dire, et d'autres, je sais que non, qui l'ont choisi. Mais eux, comme je te disais tout à l'heure, c'est un très, très, très faible pourcentage. Vraiment. J'ai eu une enfance très heureuse, mais que j'ai bafouée et que j'ai rendu très compliqué, alors qu'elle aurait pu être très simple, parce que j'avais tout pour qu'elle soit très simple. Mais moi, j'étais un enfant très compliqué. Et je l'ai subi, ça. Aujourd'hui, je me rends compte. Je dis pas que je faisais exprès d'être un connard, tu vois. Je subissais l'enfant compliqué que j'étais. C'est quelque chose avec lequel, déjà, je combats encore aujourd'hui, avec lequel c'est des questions auxquelles j'ai pas encore de réponse aujourd'hui. J'en ai quelques-unes, évidemment. Je te dis, moi, c'est l'abandon, beaucoup. Mais ça, c'est très personnel, vraiment. Moi, j'ai toujours eu un sentiment d'abandon très fort, alors que ma mère a été très proche de moi. Elle a toujours été très protectrice. Toujours là. Elle m'a jamais abandonné. Jamais. Elle a toujours tout fait pour que je sois là. Je suis au milieu d'une fratrie, hein. J'ai une grande sœur et un petit frère. Donc, on était 3. Ma mère a quitté mon père comme moi, j'avais 5 ans. Mais j'ai toujours eu ce sentiment. Enfin, c'est pas un sentiment, c'est une peur, en fait. C'était pas un sentiment d'abandon. Voilà, c'est ça. Elle est là, la nuance. C'était pas un sentiment d'abandon, c'était une peur de l'abandon. Et ça, je l'ai toujours eu et ça m'a toujours suivi. Et ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Ce côté un peu charmeur, ce besoin de plaire. Et en même temps, de déplaire, c'est pas grave. Mais en tout cas, d'être remarqué. Tu vois? Même si je déplais, c'est pas grave. Mais au moins, je suis remarqué. Faut qu'on me remarque. Je peux pas passer inaperçu. Voilà. Et ça vient, pour moi, voilà.
En tout cas, de ce que j'en suis de ma thérapie à moi, aujourd'hui à bientôt 33 ans, c'est ça. C'est cette idée-là. Après, il y a un deuxième volet. C'est la mort de mon père. J'ai pas compris et j'ai pas accepté. Parce que j'étais pas prêt. Du tout. Il était pas malade. Il était pas... Mon père est mort quand j'avais 12 ans. Lui, il en avait 42. Il est mort d'un arrêt cardiaque parce qu'il était alcoolique et qu'il fumait beaucoup. Mais c'était quelqu'un d'adorable. Il m'a jamais fait le moindre mal. Il a jamais... Après, il a beaucoup plus eu le rôle d'un grand frère que d'un père. Quand je lui disais, papa, aide-moi à faire les devoirs, il me disait non. Moi, quand j'étais gamin, les devoirs, je les faisais pas. On s'en bat les couilles. Donc, c'était plus un poteau. C'était plus un frérot qu'un père. Mais il avait quand même le charisme et l'allure d'un père. Donc, pour moi, il avait évidemment l'image du père. Bref. Il est mort à 32 ans. Moi, j'en avais 12. Et j'ai absolument pas compris l'information. J'ai absolument pas accepté l'idée. J'ai absolument pas... Non, pour moi, c'était non. Je refusais. C'était hors de question. J'étais pas d'accord. J'avais mon putain de droit de veto sur l'idée, là. Non, non, papa, tu reviens, en fait, et on en discute. Tu vois? Et après, si tu me donnes tes putains de raisons, on voit. Mais hors de question que tu te barres comme ça sans que j'ai rien à dire. Hors de question. Et ça a créé une idée en moi que perdre les choses sans participer à la perte de la chose, c'est-à-dire du jour au lendemain, sans raison. Perdre les choses sans raison, c'était inadmissible, inacceptable, ingérable. Et à partir de ce moment-là, j'ai développé un rapport social avec les gens qui a fait que dès que j'ai été très proche de quelqu'un, j'ai tout fait pour tout détruire. Parce qu'au moins, ça me donnait une bonne raison de perdre la chose, la personne ou la situation en question. J'avais au moins une raison. J'allais pas la perdre du jour au lendemain en claquant des doigts. Non. Je la perdais parce que je suis un connard. Et parce que j'avais tout fait pour le faire. À partir du moment où je suis arrivé à la rue, c'est que j'avais plus rien et maintenant j'avais plus rien à perdre. Et du coup, ça m'a sorti de cette dépression-là, de cette boucle infinie dans laquelle j'étais depuis que je suis gamin. Ça m'a aidé à sortir de ça. La rue, ça m'a offert un foyer, des amis, un entourage, une famille, une protection et de quoi manger, de quoi... tout. Quand je suis parti faire ma deuxième cure de désintox pour sortir de la piave, tu vois, pour sortir de l'alcool, j'ai fait deux cures très courtes. Hein. La première, elle a fait 3 semaines. La deuxième, elle en a fait 2, donc très courtes. Et à la fin de la deuxième, mon psychiatre, qui est quelqu'un de très renommé, qui a écrit des bouquins, enfin voilà, dans l'addictologie, et notamment dans l'alcoolisme, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé toute sa vie. Et il m'a dit, gros, t'es juste pas prêt. T'as pas envie. T'as pas eu le déclic. T'as pas touché le fond. T'as toujours pas touché le fond. Et pour que tu remontes, frère, faut que tu touches ce putain de fond, en fait. Et tu l'as toujours pas touché. Et là, je te parle d'il y a 1 an. 1 an de ça. À ce moment-là, je suis allé beaucoup plus bas que ce que j'étais avant de rentrer en clinique. Pour essayer de le chercher, ce putain de fond, tu vois. Et je l'ai toujours pas trouvé. Et je pense que les mecs qui se mettent une balle dans la tête, enfin les gens, d'ailleurs les mecs ou les filles, qui se pendent, qui se jettent du 10e étage, ils l'ont jamais eu ce déclic. Donc il n'est pas obligatoire, ce déclic. Il n'arrivera pas, il n'est pas immuable, il n'est pas imminent. Et ça te met dans une espèce d'infini, de trucs sans fin, où de toute façon, la réponse est... Tu l'auras pas, en fait. La réponse, tu l'auras pas. J'ai beau être fragile et faible, je suis un guerrier, je te le dis. Mais contre moi-même. Quelle était ta situation les premiers jours où tu es arrivé dans la rue? C'était l'été. Déjà, ça a beaucoup facilité les choses.
Et j'étais à droite, à gauche depuis plusieurs mois déjà. D'appart à moi. Et puis à force de squatter chez les gens, ben, enfin voilà, d'un tu déranges et de deux ça te gêne aussi. Enfin voilà donc. Et un jour je suis parti de chez une amie qui me loge encore aujourd'hui d'ailleurs. Et parce que elle avait un rendez-vous. Enfin voilà, il fallait que je bouge de la maison une matinée. Et je suis parti. Et ce matin-là, j'ai rencontré un mec qui vivait à la rue. Et j'ai discuté avec lui. Et il m'a dit, bah, écoute, si tu... voilà, il m'a dit, si tu sais pas où dormir, moi je dors à la Prairie des Filtres avec des potes, il y a des matelas, il y a des tentes, voilà. Donc si tu veux, tu viens. Et dès ce jour-là, en fait, j'ai commencé à traîner avec lui. Et dès le même jour, je crois, ou le lendemain, je sais plus, j'ai fait la manche avec lui parce que j'avais pas de sous. Et donc on a commencé à faire la manche. Et lui, c'est un mec à la manche qui est assez drôle, tu vois. Il est un peu, enfin, tu m'as vu faire la manche. Moi, je suis debout, je parle aux gens, je suis actif. Enfin, voilà, j'ai une interactivité avec les gens parce que c'est ça aussi qui m'intéresse. Enfin, sinon, je pète un plomb, tu vois. Si je suis assis par terre à parler à personne, déjà, tu fais 10 balles au lieu d'en faire 60. Et si tu es debout et que tu parles avec les gens, bah, tu rencontres des gens. Et j'en ai rencontré plein. Et du coup, lui, il m'a inculqué ça, déjà. Ce côté de faire la manche de manière hyper active et hyper sociale avec les gens. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à dormir dehors avec lui. On s'est trouvé des cabanes avec d'autres potes. Et il m'a introduit un peu dans la zone, dans une partie de la zone en tout cas. Et donc voilà, il m'a introduit dans la zone de la prairie. Donc t'as des mecs là-bas, ça fait 10 ans qu'ils y vivent, quoi. Ils se font virer par les keufs tout le temps, mais ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Et voilà. Donc c'est des piliers. Et donc moi j'ai pu rencontrer ces gens-là. Et j'avais plus rien du tout. J'avais tout perdu, j'avais tout abandonné. Et du coup je me retrouvais vraiment nu, quoi. Enfin, sans appart, sans boulot, sans femme. Il y a toujours ma fille, évidemment, que voilà, mais je l'avais plus sous la main. Je l'avais plus là, voilà, chez moi, tous les jours, comme j'avais l'habitude de l'avoir. Donc en gros, j'avais plus rien, donc j'avais plus rien à perdre. Et donc en fait, cette introduction qu'il m'a fait dans cette zone-là, il m'a apporté une nouvelle famille quelque part, parce que ben, moi j'avais tourné le dos à beaucoup de choses, et beaucoup de choses m'avaient tourné le dos. Et donc, comme je t'ai dit, je radote, mais j'étais déjà pas mal à poil, et du coup, ça a comblé. Au début, c'était ça. C'est que je me suis raccroché à quelque chose alors que je n'avais absolument plus rien. Et du coup, je me suis raccroché à quelque chose en plus de serein. Je ne vais pas dire de sain, parce que ce serait mentir, mais de serein, avec des gens qui me jugeaient pas, qui m'acceptaient comme ça, qui m'ont accueilli à bras ouverts. Et voilà. Et du coup, la manche, après, ça a démarré comme ça, direct, du jour au lendemain. Et Alors, on parlait des différentes façons de faire la manche, et j'ai une question à te poser. Il y a ce type qui est pieds nus. ouais, Tu vois de qui je parle? Ouais. Non, mais il y en a un en particulier qui est près du Cap. Saram, Ouais. Saram, ouais. Mais c'est un moyen. Il peut trouver des godasses, c'est un pantalon Bien sûr. quand même. Bien sûr. C'est un moyen de. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Ça m'étonne de toi, De quoi? cette question. Mais non, je veux qu'on en parle parce que moi j'étais sûr que c'était un moyen. Ouais, J'avais pas de doute. on est d'accord. Tu vois? Et moi, à chaque fois, elle est là. Oh là là, il me fait trop de la peine. Je fais, mais c'est son business. C'est ça. En fait, c'est des réseaux. C'est des gens qui viennent en général de l'Est ou du Moyen-Orient ou tout ça. Et ils ont des réseaux qui soient de prostitution, de vente d'enfants, et également de clochards, enfin de mendiants, de gens qui font la manche. Quand tu vois par exemple une femme avec un bébé dans les bras qui dort toute la journée, déjà tu comprends pas pourquoi. Et déjà c'est pas son bébé la grande majorité du temps. Je te parle là en connaissance de cause, j'avais vu un doc dessus et j'ai voulu vraiment me renseigner.
Et donc j'ai discuté parce que il y a notamment une femme qui est roumaine, pour le coup, ça s'invente pas, mais c'est comme ça. Elle est vraiment roumaine et elle fait la manche à un endroit où moi aussi. Et quand j'arrive, souvent, elle a tendance à dire « Ah, je pars, je te laisse la place ». Et moi, j'ai tendance à dire, en grande partie du temps, non, je te laisse au moins 2 heures, tu vois. Je vais faire la manche ailleurs, 2-3 heures. Et je reviens, et à la limite, si j'ai pas fait beaucoup d'argent, ben, tu vas ailleurs, et voilà, tu vois. Parce qu'il y a des gens dans la rue, il faut savoir, les spots, c'est hyper cher. Et il faut se battre pour les garder. Les spots qui marchent bien, c'est-à-dire les spots, quand je parle des spots, c'est des endroits où, où tu fais la manche et où ça marche bien. Il y a Une du sortie de passage, métro, devant un tel magasin, enfin voilà, les endroits... des endroits clés. Des endroits clés. Ouais. Un peu. Ben, faut se les battre de ouf. Et donc voilà. Et il y a la zone que je connais, c'est-à-dire les Français, beaucoup, enfin, qui sont pas forcément blancs, hein, ils peuvent être de toutes les origines possibles et imaginables, mais ils sont français, ils sont pour la plupart nés en France et tout ça, ils se sont retrouvés à la rue. Et après, il y a la zone des étrangers qui parlent quasiment pas français, que tu connais, que tout le monde voit dans la rue dehors, tu vois, quand tu marches, quoi. Ce qu'on appelle les Roms, on va dire, tu vois. Je sais pas pourquoi on les appelle comme ça, mais c'est comme ça. C'est une généralité. Ça vient de Romanichel, ça vient de Gitans, ouais. alors que c'est pas du tout des Gitans, ça n'a rien à voir. La communauté gitane, elle a jamais fait la manche. Enfin, bref. C'est un terme, voilà. Que j'emploie parce que comme ça, je sais que les gens me comprennent, mais que moi-même, je comprends pas. Mais bon, bref. Que tu valides pas, en tout cas. Ouais, enfin, que je comprends pas. Parce que, encore une fois, c'est une généralité, t'as raison. Et, mais bon, du coup, tu vois très bien de quoi je parle. Ouais. De qui je parle. Et ces gens-là, ouais, effectivement, le mec dont tu parles, je l'ai vu de mes yeux. Je fumais une clope devant lui. Et je lui avais déjà parlé. Ben voilà, on se check quand on se croise, tu vois, mais je le connais pas. Il parle très, très, très mal français. Donc on se comprend pas. Et pareil, je lui avais dit, mais j'ai des choses, si tu veux, je te les donne, tu vois. Et il m'avait dit, non, pas besoin. Et je l'ai vu de mes yeux. Il y a une femme qui s'est arrêtée, une maman avec son fils, qui s'est arrêté parce qu'il était devant Foot Locker et qui lui a dit, je te jure, il lui a demandé de l'argent. Elle lui a dit non, mais viens avec moi, on va au magasin et je t'achète des chaussures. Et il lui a dit non, donne-moi de l'argent. Et en fait, ces gars-là, ils font même pas la manche pour eux. C'est des tapineuses, c'est des putes. Ils font la manche et le soir, ils rentrent chez leur Mac et ils donnent l'argent et ils ont leur pourcentage dessus. Il y a un gros procès en ce moment à Toulouse sur ces pratiques-là. Ah ouais, t'as 10 familles. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, tant mieux, putain. Il y a 10 familles c'est pas trop tôt, bordel de merde. Mais ouais, mais ça continue quand même, tu vois. C'est ceux-là, ils les ont spotés, ils vont avoir quelque chose, mais ça va continuer. Quand je te parlais des réseaux, c'est des trucs qui sont vraiment organisés et qui existent vraiment, et c'est un truc de ouf. Et du documentaire dont je te parlais, ça m'avait vraiment, vraiment choqué parce que c'est hyper choquant. Je pense que personne ne peut pas être choqué devant ce genre de choses. Il y avait une femme qui disait, parce que les bébés, donc du coup, qu'ils ont dans les mains, en général, ils pleurent pas, sinon ça tire pas pour la manche, tu vois. Ils dorment. En fait, ils sont drogués. En grande partie du temps. Soit ils leur donnent de l'alcool, directement. Ouais. Soit ils leur donnent des cachets, des somnifères, ce genre de choses, pour qu'ils dorment toute la journée. Et pour faire pitié, donc, pour avoir une maman sur le trottoir avec un bébé dans les bras, quoi. Et le témoignage de cette jeune fille qui devait avoir 18 ou 19 ans, et donc qui avait ce bébé et qui avait bien voulu répondre à ce mec qui s'était arrêté et qui avait demandé mais putain, mais comment ça se fait que tu sois là et comment ça se fait que ton bébé il pleure jamais et qu'il dort tout le temps. Et en fait, elle a raconté plus tard qu'un jour elle s'est rendue compte que le bébé était mort. Elle a appelé son Mac. Il lui a dit tu restes jusqu'à tes heures, tu fais tes heures, tu fais pas chier et tu rentreras ce soir et on en parlera ce soir. Elle a passé 4 heures sur le trottoir à faire la manche avec un bébé mort dans les bras. Voilà. On parle pas du tout de la même chose là. Non, bien sûr. On est d'accord. Je dévie complètement. Mais non. C'était parce qu'il fallait en parler aussi quand même, parce qu'on parle de la manche. C'est ce qu'on peut voir dans la rue. Et c'est une manche. Qu'on peut voir dans la rue. Voilà quoi. Ouais. Et eux, ils sont plus sur les feux rouges en fait, j'ai l'impression quand même, non ? Pas forcément, non. Ouais. Parce que il y a à François Verdier, t'en as 2. Ouais. Ils ont leur feu rouge. Il y a que eux. La meuf qui boite. Ouais, la meuf qui boite et le barbu. Et le barbu, ouais. C'est sa meuf, ouais.
Ah ouais, ils sont ensemble? Et c'est quoi? Ils sont quoi? C'est quoi leur. Ils sont. Alors, je sais plus parce que je le connais bien, lui. Parce Ouais. que je lui donne, enfin, je lui donnais à chaque fois que je passais. Bah, moi, je lui Parce donnais que à j'ai l'époque vécu. aussi, ouais. Ouais, voilà, tu sais, quand je Ouais. vivais à Ouais. Moi, Rue de l'Étoile, il était déjà là, quoi. Ouais. Et avec sa meuf aussi. Ouais. Et je le voyais le soir avec justement tous ces sous au Marché Plus. À l'époque, c'était un Marché Plus, Ouais. le Spar. Qui donnait tous ces centimes, tu vois, pour échanger avec des billets, quoi. Et C'est- maintenant, c'est moi qui le fais. Ouais. La question suivante va quand même être assez proche de celle qu'on vient d'aborder, qui est celle du premier vol subi. La première fois que tu t'es fait carotte tes affaires. Je dormais C'était au tout début. Ouais. Au tout début, ouais. Je dormais dehors, complètement dehors, à la prairie des filtres, sur l'herbe, avec les chiens à côté, avec mon pote. Et j'avais un sac à dos sur lequel j'avais la tête. Et j'avais une sacoche en bandoulière, mais que j'avais enlevée, que j'avais posée à côté de moi, avec absolument toutes mes affaires dedans. J'avais de la thune, enfin, parce qu'on avait fait une bête de manche, j'avais genre 40 €, un truc comme ça. Enfin, c'est pas énorme, mais bon, voilà. Et puis surtout, j'avais mon téléphone, mon portefeuille, ma carte d'identité, tous mes papiers. Et je me suis réveillé le matin. Et ça y était plus. Voilà, premier vol. Ouais. Qu'est-ce qui t'est passé? Enfin, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu vois, moi, ce que je me dis, c'est que Ouais, quand t'en étais là, t'avais quand même l'impression d'avoir tout perdu et t'as réussi à en perdre un peu plus. ouais, Et je vois ce que c'était tu veux dire. papier, en plus, c'est des trucs qui à la fois te raccrochent à un ancien réel, à un réel, Oui. mais pas qui sont ancien, pas grand chose. Non, mais Qui est peut-être prochain. Ouais, non, mais sûr, c'est Peut-être ce un que jour, je j'aurai veux une dire. carte d'identité. Inch'Allah. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mm. T'as perdu peut-être les derniers trucs qui étaient normaux d'avoir avant, quoi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Je sais pas, je sais plus vraiment. Je sais qu'après, je me suis senti con parce que je me suis dit, putain, mec, tu dors dehors et tu laisses ta sacoche à côté de toi, quoi. Enfin, voilà. Évidemment que le premier connard va passer et va la prendre, tu vois. Donc je me suis surtout senti con, en fait. Et je me suis dit, gros, t'es à la rue, enfin, fais attention à tes affaires autour de toi, quoi. Par exemple, ma guitare, on me l'a jamais volée, mais il m'est arrivé de dormir dehors et je dormais dans ses bras. Enfin, je l'avais dans mes bras. Tu vois ce que je veux dire? Je dormais avec ma guitare dans les bras. Ouais. Parce que, et voilà, et le moindre. D'ailleurs, une fois, on s'est fait braquer avec un pote aussi sous le pont, en pleine nuit, 4 h du matin, il était, je crois. C'était cet été. On était dans une tente. J'avais un pote avec moi. Il y avait deux chambres dans la... Enfin, il y avait une entrée dans la tente et une chambre. Ouais. Donc, mon pote, il dormait dans l'entrée et moi, je dormais dans la chambre, tu vois. Avec 3 yinches. Mais des bêtes de yinches. On parlait tout à l'heure de Capsule, tu vois. Ouais. Capsule, laisse tomber, faut pas l'emmerder. Enfin, c'est un staff, c'est une femelle, mais elle est au milieu de 2 mâles. 2 gros mâles, c'est des bêtes, tu vois, aussi. Et enfin, voilà, c'est les mecs. Même quand tu rentres dans la tente et qu'ils te connaissent, si tu t'annonces pas, t'es pas bien, tu vois. T'es pas bien. Et donc, on est tous les 5 à dormir dans la tente. Et j'ai ma guitare à mes pieds, et je suis dans la tente, tu vois. Dans la chambre, en plus. Ouais. Et j'ai ma guitare à mes yeux, tu vois. Et là, je la laisse bouger. Je me lève d'un coup, tu sais, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois ma guitare partir. Et je l'attrape, je tire, tu vois. Et je vois un gros trou dans la tente, frère. Et là, je pète un plomb, tu vois. Et les chiens commencent à aboyer et tout. Et je me lève, et je fais, gros, on est en train de se faire braquer, en fait. Et je sors. Et on était 15 à vivre sous le pont avec je sais pas combien de chiens. Les mecs, ils ont eu des putains de couilles, quand même, hein, de faire ça. À venir en pleine nuit, braquer des clochards comme ça. Laisse tomber. Et... Des couilles, et bon, c'est des salopards aussi. Mais... C'est des putains d'enculés, on est d'accord. mais en vrai, Ouais. les mecs, si on les avait pécho, parce que là, moi, du coup, je me lève et il m'a fallu 15-20 secondes pour vraiment me lever, sortir de la chambre, Ouais. dire à vas-y, putain, on est en train de se faire braquer, Et je sors de la tente et je vois nos 2 valises, à tous les deux, vidées par terre, avec toutes les fringues par terre, tout ce qui avait de la valeur parti, évidemment. Genre, il y avait une enceinte, il y avait 2-3 trucs, tu vois. Trucs, ouais. Voilà. Mais toutes les fringues étalées dans la boue. Et parce qu'il avait plu en plus. Sa mère. Et les mecs, je m'en suis en fait, donc les mecs, ils étaient en train d'opérer déjà depuis quelques minutes, quoi.
Et ni les chiens n'avaient bougé. Mais c'est un truc de Comment ouf. ils font ça? Je sais pas. Ouf. Je sais pas. Alors que dès que là-bas, Un chien, ça... frère, il y a un rat qui passe, Ouais. t'as 20 chiens qui Qui aboient. grogne, ouais. C'est un truc de ouf. Donc on n'a jamais su. On n'a jamais su. Et parce que, ouais, ils avaient pas pu savoir qui... C'était peut-être des mecs qui étaient déjà là, non? C'était pas des mecs qui étaient sous le pont avec vous? C'est probable. C'est évidemment le doute qui s'est disséminé. Ouais. Parce qu'il y en a d'autres qui se sont fait... disséminé. Ouais. Il y en a d'autres qui se sont fait braquer ce jour-là? Ou Ouais, c'est- ouais. mais pas sous le pont, un peu plus loin. Ouais. Un peu plus loin, vers Croix-de-Pierre, avec une tente, il y avait un mec, le ch'ti, Ouais. qui, pareil, s'est fait ouvrir sa tente et vider. Ok. Et pareil, il s'est réveillé au milieu et les mecs sont partis. Et il n'a pas eu le temps de voir qui c'était. C'est un monde de non-loi, donc c'est la loi du plus fort. Donc, puis c'est un monde, je dis pas du tout qu'il n'y a pas de meufs, parce qu'il y en a beaucoup. Et qui sont très très fortes d'ailleurs. J'ai vu des meufs casser la gueule à des mecs, laisse tomber. Et d'autres, voilà, encore une fois, je fais une généralité alors qu'il faut pas en faire, mais je pense que après, si t'es c'est pareil, c'est encore. J'ai dit que j'allais parler de quelque chose que je connais. La vie de la rue pour une meuf, j'arrive pas à imaginer. Alors que j'en connais beaucoup. Et j'en connais qui sont soit détruites, beaucoup. Genre beaucoup par la drogue, par tout ça, et qui ont souvent un copain qui les aide pas forcément, mais qui au moins est là pour les protéger des autres, pas de lui-même souvent, mais des autres au moins. Soit c'est des meufs avec un putain de caractère, frérot, qui te mettrait une patate t'assomme direct. Enfin, tu vois, vraiment, c'est des ouf, c'est des machines de guerre, les meufs, tu vois. Vraiment, elles ont un putain de bête de caractère et elles l'ont développé, tu sais pourquoi. Parce que, enfin, voilà. Pour plein de raisons différentes, mais pour des situations qui ont été difficiles, soit durant l'enfance, soit durant l'adolescence, soit plus tard, mais qui ont réagi au fait d'être à la rue par par un besoin de s'autoprotéger et donc par une violence envers les autres, tu vois. Mais qui est légitime, hein. Je dis pas que c'est des gens, que c'est des filles ou des femmes violentes sans raison. Ouais. Mais qui ont développé une violence qui est même des fois supérieure à ceux des mecs, quoi. Mais effectivement, quand tu vis dans la rue, tu développes forcément, que tu sois un mec ou une meuf, tu développes forcément, de manière différente certes, mais un certain besoin d'autoprotection, donc une certaine vigilance, donc une certaine forme d'agressivité, qu'elle soit passive ou active, tu vois, envers les autres, en tout cas de rivalité. L'autre est toujours potentiellement dangereux. Et ça, vraiment, c'est même quand t'es avec des amis, et voilà, ça se bat souvent. Ça se bastonne souvent. Et Entre potes. après, même entre potes. En tout cas, dans la zone que moi j'ai connue, je te dis, parce que, enfin, voilà, il y a tout ce côté. On est en dehors des lois, on vit dans une communauté, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de règles, à peu près. Il y a des règles un peu tacite, on va dire, évidemment, tu vois, le respect de l'autre, tout ça. Mais il y a pas, mais voilà, en dehors de ça, on vit, mais on vit quand même en communauté. Donc il faut à un moment donné que les choses se disent, que les choses se fassent. En général, elles se font par la force et le fait de s'imposer. Et la raison, évidemment, après, voilà, il n'y a pas que la loi du plus fort, il y a aussi la loi du groupe, évidemment, tu vois. Mais quand il y a un embrouille entre deux personnes, moi, j'ai appris, enfin, je sais pas, au lycée ou quoi, t'as deux potes qui se bastonnent, tu les sépares. Dans la rue, t'as deux potes qui se bastonnent, tu les laisses tranquilles. Et ils se débrouillent entre hommes. Et ils vont plus loin, voilà. C'est comme ça. Ouais. Enfin, en tout cas, entre nous, c'est comme ça. Et quand je dis entre nous, je te parle de minimum 100, 150 personnes que je connais à Toulouse, quoi. Ouais. Qui sont dans ce modèle-là de vivre à la rue. On vit tous en communauté, mais par contre, il y a une embrouille, on se règle. Bon, avec beaucoup de groupes avec qui j'ai été et que j'ai vu, et enfin, oui, c'était ça. Il y a en fait une espèce d'acceptation de la violence qu'il n'y a plus aujourd'hui dans la société, dans une entreprise ou quoi. Enfin voilà, c'est de suite, t'as deux mecs qui se battent, évidemment que tu vas les séparer direct, au collège, dans la rue, enfin voilà. Mais dans la zone, ce qu'on appelle la zone, radiozone, tu vois, voilà, c'est nous. Il y a une espèce d'acceptation de la violence
qu'il pouvait y avoir, par exemple, au Moyen-Âge ou je sais pas, dans les Vikings, tu vois. Ou quand il y a un problème entre hommes, ça se règle entre hommes. D'un à un, c'est tout. One-one. Tu fais un one-one et puis c'est tout, c'est réglé, tu vois. Et il y a ce truc-là dans la rue. Il y a cette espèce de... Et est-ce que tu vois ça comme une forme de régression ? Parce que tu m'as parlé d'exemples du passé, quand même. Ouais, moi, j'aime pas la violence. Je suis quelqu'un de malheureusement violent, malgré moi. Mais je déteste ça. Je déteste me battre. Vraiment. Et je me suis battu beaucoup, mais vraiment, je déteste ça. Enfin voilà, je connais des mecs qui aiment ça, tu vois. Moi, c'est quelque chose que je fais en dernier recours, et quand je le fais de manière vraiment violente, et du coup, ça me fait bader, tu vois. Ça me fait peur, ça me fait mal. De faire du mal aux gens, ça me fait mal. Même si c'est un putain de fils de pute en face de moi qui m'a cassé la gueule, tu vois. Ça me fait quand même mal de le frapper, tu vois. Mais malgré tout... Donc oui, pour moi, ouais, c'est une forme de... Pas de régression, mais en tout cas, c'est une erreur. La loi ne devrait pas se passer comme ça. La vie ne devrait pas se passer comme ça. On ne devrait pas se régler les uns et les autres. C'est logique qu'il y ait, pour moi, un état... une justice. Une justice... de l'arbitrage, commune. Quoi. Voilà, une justice commune et, en théorie, pas arbitraire, justement. Un arbitrage comment n'est pas dit forcément... pas partial, en tout cas. Ouais, impartial, merci. Une justice impartiale, qui est une justice impartiale pour tout le monde, c'est hyper important. Donc je suis pas dans cette idée-là que, non, une société où chacun se règle ses comptes face à face. Non, dans l'idée, oui. Mais c'est le côté violent que j'aime pas. À la limite, tu t'assois et tu règles ton différend, toi, face à face. Et tu fais un compromis. Devant personne d'autre. Ouais, ok. Mais c'est le côté combat. C'est le côté, viens, on se met sur la gueule, et celui qui gagne, il sera le plus fort. Et c'est débile parce que c'est pas parce que t'es le plus fort que c'est toi qui as raison. Donc ça tient pas debout. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans ce côté-là, non, je suis contre. Mais dans la rue, il existe parce que il est inévitable, de toute façon. Je te dis, on se bat les spots où dormir, les spots où faire la manche. Et puis voilà, on est toujours dans cette espèce de zone de en même temps de liberté, en même temps de non-droit, et en même temps de liberté totale, du coup, puisqu'il n'y a plus de loi. Donc forcément, ça renvoie l'homme à ses côtés un peu primitifs, et tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je m'exprime mal. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je m'exprime très, très mal. Disons que, forcément, vu que vous êtes sorti de la société d'une certaine façon, il y a une couche en moins. Il y a une couche en moins, la couche du contrat social, tiens, justement. Le contrat de, on a ces règles-là, on les respecte, et si on les respecte pas, c'est à eux qu'on a donné la légitimité de régler le problème. Donc eux, ils vont être la force, les flics, et eux, ils vont être le choix de la sanction. Une espèce de déresponsabilisation parce que tu es dans la société, et quand t'en sors, t'as plus ce support-là. Tu peux plus te déresponsabiliser. T'as plus le paternalisme de la société, finalement. Tu peux plus te dire, s'il m'arrive quelque chose, j'appelle les keufs. Parce que ça, déjà, c'est proscrit dans la rue. T'appelles jamais les keufs. Pour quoi que ce soit. Même si tu vois une meuf se faire tabasser, t'y vas. T'appelles pas les keufs. Appeler les keufs, ça veut dire que t'es un traître. Donc déjà, après, encore une fois, je fais une immense généralité. Mais parce que moi, si je vois une meuf se faire tabasser par 5 mecs, j'appelle les keufs, j'en ai rien à branler. Que je me fasse passer pour une merde derrière ou pas, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais ça se fait pas. En théorie, ça se fait pas. Les keufs, c'est l'ennemi, tu vois. Ça exige un nouveau concept de vie en communauté, en fait. Parce que du coup, t'es complètement en dehors de celle que t'as l'habitude, que les gens ont et que tout le monde a. Et donc c'est pour ça que ça se fait au point aussi. Aujourd'hui, on a compliqué les choses. On a réalisé que c'était quand même mieux s'il y avait une assemblée générale et à côté un Sénat, que la justice soit séparée du pouvoir, que, il y ait plusieurs instances. C'était bien qu'on respecte la vie. Voilà, non mais on a compliqué les choses pour une bonne raison, tu vois. On a structuré. Voilà, on les a structurés et en les structurant, on les a compliqués. Bien sûr. Dans la rue, elles sont simplifiées. Il n'y a pas cette structure-là, justement. Donc je ne dirais pas que c'est une régression, je dirais juste que c'est une version alpha du délire. Tu vois. Je t'ai dit, c'est la cour de collège, frère. C'est la cour de collège avec des adultes qui sont capables de se mettre des coups de couteau. Voilà.
Voilà. Ok. Ou une cour de prison peut-être, mais j'y suis jamais allé. Hmm. Je suis jamais allé en prison, donc et je connais beaucoup de gens qui y sont allés et ils nous ont jamais ça comparé à la rue. Enfin, ils ont jamais comparé ça à la rue. Pardon. Ouais. Ils ont jamais comparé la prison à la rue, donc. Mais par contre, quand je leur fais la blague de la cour de collège, Ça enfin leur va. la cour de récré au collège, il y en a beaucoup qui me disent mais grave, Ouais. grave, c'est tellement ça. Est-ce que tu subis un racket régulier? Est-ce qu'il y a un truc? Raquette, Ouais, du racket, déjà. Est-ce que... ça va pas ou quoi? Non, mais je sais pas, je pose la question. Moi, Ouais. un raquette? Ouais, tu t'es fait... Tes thunes, Genre, c'était... Je sais pas. t'as pété un plomb? Mais t'as pété un plomb, Ouais. mec. Mais t'es sérieux? Ouais. Non, mais je viens de te C'est- dire que tout se réglait par la force. Tu crois, Ouais, tu crois que je me laisse faire ou pas? Mais ouais, Pardon, mais- fallait pas taper sur la Non, mais c'est pas grave, ça, juste, c'est bien, là, il illustre bien le fait que tu non, tapes non, du poing non, sur la non, table. non, non, ça existe pas. Ça. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas autour de moi. Ouais. Non, le truc, c'est que si tu es à la rue depuis un certain temps déjà, c'est que tu sais te défendre, de toute façon. Donc, si t'es une victime, tu résistes pas, je pense. Tu restes pas. Tu vois ce que je veux dire? Je connais pas. Enfin, j'en ai connu des mecs qui se faisaient emmerder, qui se faisaient, ouais, presque racketter, hein, comme tu dis, avec des gars qui allaient sur leurs manches, qui se posaient, qui partageaient pas à la fin, qui prenaient tout. Ouais, mais ouais, c'est bon, vas-y, ta gueule, c'est quoi ton problème? Enfin, voilà, tu vois. Mais ces mecs-là, ils restent pas, quoi. Ils restent pas. Et ils vont où alors quand ils restent pas? Je sais pas. J'en ai aucune putain d'idée. Chez leur mère, peut-être. J'en sais rien. Ah ouais? Non, je sais pas. Mhm. Je sais pas. Ils changent de ville en général, je pense. C'est un peu ça. Je connais plein de gens avec qui. Enfin, pour qui ça s'est par exemple mal passé à Montpellier et qui sont venus à Toulouse. Et ça s'est mieux passé. Donc ils se sont installés. D'autres d'autres villes, enfin, tu vois, de n'importe où, de Bordeaux, et où ils ont eu des embrouilles avec la zone là-bas. Mhm. Et du coup, ils ont bougé. C'est Radiozone, mon pote. C'est un village. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est Radiozone, c'est pas. C'est marrant parce qu'on est à la radio, mais c'est une vraie expression entre nous. Ouais. Radiozone, c'est genre, c'est les commérages. Ouais. Et c'est parce qu'on n'a pas, on regarde pas les infos, enfin, tu vois, Ouais, ouais. on n'a pas grand chose d'autre à se raconter que. Bien sûr que si, évidemment, tu vois. Ouais, mais malgré tout, Mais c'est le malgré truc tout, commun en on- tous, quoi. voilà. Les histoires des Il y a gens. enfin, c'est ouais. ça, vu que quasiment personne n'a de téléphone ni rien, Ouais. bah, c'est un peu, encore une fois, régressif. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu le système du téléphone arabe et du commérage du Moyen-Âge, quoi. De chacun se raconte les choses des autres. Et donc voilà. Donc, effectivement, quand quelqu'un est fiché, c'est très vite su, quoi. Ouais. Après, si t'es rejeté de la rue, ça peut l'être. Ça peut être un truc, tu vois. De la zone, Ouais. voilà. T'as fait une connerie, t'as botté un peu Ouais. les flics, t'es Par exemple. vu comme une cave-pou. Oui, tiens, comment est-ce que ça peut arriver Ouais. d'ailleurs de se faire ortège? Ouais, pour ce genre de choses, par exemple. Ouais. Il y a quoi d'autre qui peut être. Qu'est-ce qui est interdit vraiment? Rien ne l'est vraiment, je te dis. De toute façon, tout se règle par la force. Ouais. Donc, si on t'interdit quelque chose et que t'es contre, tu te bats. Et si tu gagnes, t'as raison. Donc, Ouais. rien n'est vraiment interdit, tu vois. Mais tu m'as dit se faire rejeter de la rue. Pour se faire rejeter de la rue, il faut avoir fait quelque chose qui est communément interdit. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce que je connais pas vraiment de gens qui se sont fait rejeter de là. Enfin, si, je sais pourquoi j'ai dit ça. C'est pas se faire rejeter de la rue, genre se faire renier par les gens. C'est s'en éloigner soi-même. Il y a des gens, tu vois, qui sont solitaires. Et ça, j'en connais beaucoup, pour le coup. Enfin, j'en connais quelques-uns. Qui vraiment ne vivent que seuls, ne font la manche que seuls, ne dorment que seuls. Et ne font pas du tout partie de la zone, alors que tu les vois tous les jours, tu leur dis bonjour tous les jours, pardon. Tu t'assois avec eux, tu discutes un peu, tu vois. Mais ils vivent complètement seuls. Et c'est eux qui se sont sortis de la zone, tu vois. Mhm. Mais après, te faire rejeter de la zone, je sais pas. Ouais, je connais des mecs qui ont fui parce qu'ils devaient de l'argent, parce qu'ils avaient frappé la mauvaise meuf, parce que, enfin, tu vois, mais comme dans la société, comme dans la vie de tout le monde, encore une fois, tu vois. Je sais pas, il y a pas. Il y a la rue et pas la rue, certes, mais il y a beaucoup de choses qui sont complètement qui sont complètement les mêmes, tu vois. Beaucoup de choses qui sont pareilles, en fait.
Ouais, ça reste des Quand groupes t'es humains. en groupe de potes, pourquoi est-ce que tu te fais jeter du groupe de potes? Parce que t'as mis une claque à la meuf de ton pote ou je sais pas, t'as dit la mauvaise chose, t'as fait la mauvaise chose, quoi. Voilà, la rue c'est la même, tu vois, frère. C'est une communauté, c'est comme ça, quoi. C'est la même chose. Mais il y a plusieurs zones, tu me disais. Ouais. Il y a quoi? Est-ce que justement, donc pour rester sur Toulouse, est-ce que la zone Pas de Doigt, par exemple, et la zone Prairie des Carrément. Filtres, c'est deux zones différentes avec Ouais, déjà. une population différente? Ouais, alors que déjà t'es à rive gauche, donc imagine. Ouais. T'es juste à Saint-Cyp, hein. Et Ouais. déjà à Saint-Cyp, t'en as 2, 3 différentes. Ah ouais? Ouais. D'accord. Je dirais 2. Pour faire large, je dirais 2. Ouais. T'as la prairie et et après t'as vraiment les gens qui squattent entre Pas de Doigt et enfin Étienne Billère, tout ça. Ouais, d'accord. Et après on se côtoie, on est potes et tout, tu vois. Ouais. Mais on vit pas ensemble. Et donc c'est pas les mêmes, c'est pas la même radiozone non plus du coup. Ou ça se. Si, quand même. Si quand même. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui est recherché Si, quelque si. part, Ah oui, il oui. est connu partout quoi. Et on Ah sait oui, que. oui, oui. Ouais. Oui, oui. Et- Il y a plusieurs zones, mais Radio Zone, elle est dans toutes les zones. Ouais. Donc d'une façon ou d'une autre, t'es connu toi de toute la zone. Oui. Ouais. Et pas toujours bien d'ailleurs. Ouais. Non. J'ai entendu plein de choses sur moi. Ouais. Ouais. Ok. Qui m'ont fait bien rire la plupart du temps. Ouais. Bon. Donc ouais, faut se battre pour un spot, mais comment ça se passe toi? Toi, je sais pas, par exemple, quand toi t'arrives au Monop, il y a quelqu'un qui y est, il bouge? Ça dépend qui c'est. Ouais, bien sûr, si c'est un mec que t'aimes bien. Moi, mais- non, après, je veux. Si tu parles de moi personnellement, je le fais pas. Mais je connais beaucoup de gens qui le font. Je veux dire un truc, c'est que si j'arrive au Monop et que c'est quelqu'un que je connais, j'ai même pas besoin de lui demander, il part de lui-même parce qu'il sait que c'est mon spot. Ok. Donc il est là parce que je suis pas là. Ouais. Et si j'arrive, il bouge. Ok. En grande partie. Enfin, en général, ça se passe comme ça. Après, je connais des gens qui bougent les autres gens, mais même si c'est pas leur spot, tu vois. Des violents de chez violents, tu vois, Mhm. qui arrivent et qui disent ouais, t'as fait de la thune, ça fait combien de temps que t'es là, alors qu'ils ont jamais fait la manche de À leur cet vie endroit-là. à cet endroit-là. Ouais. T'as fait de la thune, c'est bon et tout, ça fait 2 heures que t'es là, vas-y, je prends la place, casse-toi. Sinon, je te mets un pied-bouche. Voilà. Mais donc voilà, encore une fois. Mais en règle générale, quand même, chacun a son spot, plus ou moins. C'est en tout cas ce qu'on essaye de faire pour justement essayer d'être le plus pacifique possible, tu vois. Ouais. Mais il est stylé ton spot, toi. De ouf, Non, mais c'est vrai, de ouf. j'ai l'impression Et que. surtout, mais le délire, c'est que je me rappelle de quand j'avais, je sais pas, mon plus jeune âge, frère, 6, 7 ans, tu vois. Je me rappelle que je passais devant ce putain de Monop, qui n'était pas un Monop à l'époque. Et je me rappelle qu'il y avait des clochards, là, déjà. Ouais. Et ils étaient tout le temps 5, 6, 7, qu'il y avait tout le temps des chiens, et que ça faisait la fête, que ça jouait la guitare, Ouais. que ça picolait. Et moi, ça m'impressionnait un peu. J'étais Ouais. pitchoun, tu vois. J'étais là, waouh, c'est quoi ces gens dans la rue, tu vois. Et aujourd'hui, je fais la chum là. Et donc, je dis, c'est mon spot. Mais frère, c'est très loin d'être mon spot. Ça fait des années, des années, des années que c'est le spot de tout le monde, Ouais, tu ouais, vois. bien sûr. Donc, d'où. Et en fait, c'est juste les potes autour de nous, avec qui nous ont vu faire la manche là pendant des mois et des mois, qui ont décidé que c'était notre spot. Et donc, nous, quand on arrive, voilà, que c'est eux, ils nous laissent tranquilles. Après, des fois, je dis pas, c'est vénère contre d'autres mecs, mais parce qu'ils connaissaient pas, qui venaient pas de Toulouse ou quoi, qui n'avaient jamais fait la chum ici, et avec qui on a été plus ou moins gentil au début, en mode gros, en fait, c'est chez On a nous nos là. habitudes ici. Ouais. Voilà. T'as pas fait d'oseille, ok, on te laisse 1 heure. On te laisse 1 heure, mais dans 1 heure, on revient et tu bouges. Et le mec, au bout d'1 heure, on revient, il bouge pas. Et là, on s'est un peu énervé. Donc voilà, mais bon, ouais, si ça se fait, mais c'est pas trop dans nos habitudes. Et en général, ça se respecte. Quand tu sais te faire respecter, en général, on respecte ton spot. Mais souvent, il faut déjà te l'approprier. Une fois que tu l'as, c'est plus simple. Et pour te l'approprier, Il y a plusieurs moyens. en général, il n'y en a qu'un. Ouais. Faut être catégorique. Ouais. C'est vas-y, tu dégages, quoi. Voilà, c'est. Là, maintenant, c'est chez WAM, et puis c'est tout. Nous, c'est un peu ce qu'on a fait, mais par défaut, finalement, tu vois. À partir du moment où les gars autour de nous, parce qu'on en est potes à Emma, on a des potes partout, tu vois, tout autour, on dit, ouais, ici, c'est chez Tony.
Bref. Et ton pote? Mon pote, on s'est dit, bah vas-y, chaud. Et du coup, on a commencé à le protéger, quoi. Mhm. Ah, c'est pas vous en premier qui avez déclaré la possession de ce lieu. On vous a dit c'est Pas chez vous. vraiment. Et du coup, à partir du moment où ça a été accepté par la zone, vous avez dit bon, bah maintenant on va le défendre, quoi. C'était un peu ça, ouais. C'était un peu ça, ouais. Moi, je m'amuse souvent à dire que j'ai l'impression d'être revenu au collège, être dans une cour de collège. Parce que, tu sais, bah, nous, quand on était au collège, déjà, les téléphones portables, il n'y en avait quasi pas. Mhm. C'était très rare. On s'envoyait pas de textos et tout. Enfin, non, c'était à la limite, c'était au lycée. Enfin, encore au début du lycée, quoi. Mhm. Au collège, ça existait quasiment app, quoi. Et donc, c'était pareil, c'était les rumeurs, les bandes, tu vois. La radio de la cour, tu vois. Tout le monde se raconte des queutrues. Et je dis souvent ça. Et j'ai vraiment l'impression d'être retourné un peu au collège. La zone, pour moi, ça représente un peu cette idée d'éternelle adolescence, d'abandon du système adulte, et du concept. Pas forcément d'adulte, parce que je dis pas que tous les gens qui sont dans la rue sont immatures. Ça n'a rien à voir. Au contraire, même. C'est pas une histoire de maturité, c'est une histoire d'acceptation d'un système, enfin, du coup, de refus d'un système, et du coup, de monter une espèce de micro-société alternative qui vit selon ses propres règles, comme une espèce de cour de récré dans un collège, tu vois, où c'est un peu la loi du plus fort, où c'est... Donc voilà, c'est pour ça que ça me ramenait à ça. Et ça me ramène souvent à ça, d'ailleurs. Ça me rappelle souvent le collège. Avec les aspects peut-être lynchage en moins. Non, Non, ils y sont aussi. Non, ils T'as y les sont victimes, t'as Ouais. le mec avec qui, Bien, t'as pas, exactement. on lui prend pas son sac à Ouais, roulettes pour ouais, faire ouais. le tour de la cour, mais Non, mais si. mais il y a les victimes. Il y a Ouais, les- c'est ça. Il y a les victimes, il y a le beau gosse, il y a Ouais. l'inatteignable. Il y a les populaires. Il y a, voilà, le populaire. Il y a les exactement. populaires Bien dans- sûr. Ah ouais, carrément. Que tout le monde aime, que personne ne touchera, Ouais. qui a fait son truc, tu vois. Mais qui les a fait à la force des mains, en général. Uh-huh. C'est un peu comme dans la cour de récré. Ouais. Il y a eu des périodes où je dormais très peu, donc les journées étaient très longues. Il y a eu des périodes où je dormais beaucoup, notamment quand je suis ici, tu vois, chez ma pote, où je dors pas forcément, mais je reste dans le lit pendant 12-13 heures d'affilée, tu vois, pendant 4-5 jours d'affilée. Tous les jours, je fais ça. Je reste dans le lit, je dors pas, tu vois, mais je reste dans le lit pendant 12-13 heures, parce que j'y suis trop bien et que j'ai pas envie de me lever, de partir et d'aller dehors, tu vois. Et donc voilà, ça dépend vraiment des journées, quoi. Moi, je suis alcoolique, tu le sais, et du coup, je finis très rarement sobre le soir. Et du coup, ça floute un peu le quotidien, forcément. Et donc, ouais, les choses s'enchaînent très vite. Enfin, s'enchaînent. C'est pas qu'elles s'enchaînent très vite, c'est qu'elles s'enchaînent sans que tu t'en rendes compte. Donc, le rapport au temps, effectivement, il est changé. Dans le sens où le temps avance, évidemment. Mais t'y prêtes pas forcément toujours attention, on va dire. Parce que c'est pas comme si mercredi, t'allais chez le dentiste et que vendredi, t'avais un rendez-vous. Enfin, si, évidemment, t'en as des rendez-vous et des trucs comme ça, mais enfin, c'est pas comme si t'avais quand même ton planning où le matin, tu te lèves pour aller travailler. Non, enfin, oui, tu le fais, mais tu le fais à l'heure où t'as envie de le faire, tu vois. Donc, t'as pas un rythme imposé comme ça, avec un planning où tu sais que ta chérie elle récupérera les enfants demain soir à 16h. Donc, tu peux travailler jusqu'à 18. Donc, du coup, t'as une projection dans le temps qui est pas pareille, en fait. Quand t'as des responsabilités, une vie calée et tout, tu te projettes, forcément. Quand t'es à la rue, tu te projettes pas, forcément. Justement. T'as pas besoin de te projeter. T'es juste là et tu sais que demain matin, il faudra que tu te lèves pour aller faire de l'oseille. C'est tout. Rien d'autre. T'as envie de te projeter, tu le fais. Si t'as envie de... Voilà. Mais t'es pas obligé. T'es libéré de ça aussi, quelque part, tu vois. La seule chose que t'as à faire, c'est te lever le matin pour aller faire tes sous. Enfin, c'est te lever à un moment donné pour aller faire tes sous. Si t'as faim, si t'as envie de fumer, si t'as envie de boire, si t'as même pas faim, même pas envie de fumer, ni envie de boire, eh ben, reste sous ton pont. H24 pendant 2 semaines, si tu veux. C'est possible. T'es là. Personne t'emmerde. Enfin, si. Mais n'empêche que t'es là.
Et que, donc, ouais, le rapport au temps, effectivement. Enfin, tu vois le lien dans le Ouais, bien délire. sûr, je comprends tout Le à fait. rapport au temps, effectivement, les choses s'arrêtent un peu quelque part. Là, maintenant, il y a une petite différence avec le couvre-feu, en fait. Parce que Il y a une t'as- grande différence parce que ça Ouais. nous donne beaucoup moins de temps de travail. C'est ça. Comme Et au donc, caissier. Donc, t'as de la contrainte. C'est là, comme d'un pour les coup. caissiers. Ah, carrément. Moi, je préfère largement le confinement. Que le couvre-feu. Oui, oui, ouais. Hum. Et ouais, je comprends. Ouais, parce que le confinement, de toute façon, que ce soit le confinement ou le couvre-feu, je suis dehors. Ouais. Mais le couvre-feu, les magasins, ils ferment à 18h. Donc, il n'y a pas les gens. Donc, il n'y a plus les gens. Ouais. Alors que le confinement, les magasins, ils restent ouverts jusqu'à 21h. Ouais. Ou 20h, ou 22. Les épiceries de nuit, elles sont ouvertes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors que là, avec le couvre-feu, 18h, tout est putain de fermé, frère. Donc la manche, c'est fini. Tu marches dans la rue, tu rencontres des gens et tu leur demandes de l'argent. Tu peux faire comme ça. Ça s'appelle à la rencontre. Tu fais la manche à la rencontre. Mais ça marche beaucoup moins bien. Enfin, il y a des gens qui le font que comme ça, tu vois. Moi, je le fais pas du tout comme ça. Donc je sais pas trop le faire. Et voilà. Mais t'as plus que cette solution-là. Donc t'as les 500 clochards du centre-ville de Toulouse qui ont plus que cette solution-là à partir de 18h. Donc, ouais, donc c'est carrément... Le couvre-feu, ça nous a bien plus cassé les couilles que le confinement, finalement. Ouais, je comprends. Non, mais Voilà. je m'attendais à ça en te Ouais, posant la ouais. question, mais parce que tu m'expliquais que tu n'avais pas justement ce besoin, enfin, tu n'avais pas de routine en fait, tu n'avais pas de Bah, contraintes de temps et tout c'est ça. ça. Mais là Et même- maintenant, 18h, c'est fini. Donc, C'est ça, ouais. faut qu'au moins à 14h, tu aies Bah, commencé rien que à la faire. fermeture des bars et des restos, comme Ouais, je te disais bah au ça, début. ouais. Cet été, je faisais la manche à Saint-Pierre. Pourquoi je le fais plus? Ouais. Saint-Pierre, c'est que des bars Ouais, et des c'est restos. mort, oui. Saint-Pierre, Saint-Pierre. c'est désert. Ouais, c'est ouf. Depuis 3 mois, tu passes à Saint-Pierre, c'est désert. Oufissime. Cet été, il y avait 3000, 4000 personnes sur la place, tu vois. Ouais. Donc je faisais au taquet de thunes, frère. Et je le faisais de nuit en plus. Ouais, tu pouvais le faire en faisant de la musique et tout, c'était plus Ouais, voilà, accepté ça. par tout le monde parce que. Je me faisais offrir des pizzas à n'en plus pouvoir, des burgers, des kebabs, Enfin, je te jure, c'était un truc de ouf. Et pendant tes journées, qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Les conseils rentrent par une oreille et reviennent après un tour du monde. Ouais. C'est qui ça? C'est Hugo. Ah ouais? C'est beau. Qu'est-ce qui me traverse l'esprit? Je sais pas. Par rapport à ma situation, tu veux dire? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Tu t'arrêtes pour y penser? Bien sûr, tous les soirs. Non, mais le soir, Tous les t'es pas matins. tout à fait lucide. Ouais, c'est surtout le matin où t'arrives à penser. Ouais, ça dépend. Ouais. Ça C'est dépend. une lucidité différente en tout cas. Par exemple, hier soir, j'étais très très lucide. Ouais. J'avais fumé beaucoup de coke. Du coup, j'ai eu une introspection très longue. Je suis resté sur le canapé comme ça, assis comme un connard pendant 1 heure, à réfléchir et à parler avec moi-même. Et tu t'en souviens de tout ça? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah après, pareil, c'est des choses personnelles sur ma vie, tu vois. Comme tout le monde, quoi. On a tous envie d'être heureux, d'évoluer, À partir du moment où t'es pas dans une situation qui te satisfait, t'as envie d'être satisfait. T'as envie de trouver des solutions pour être satisfait. Enfin, voilà. Donc tout ça, évidemment, ça fait Donc t'es dans de la recherche de solutions. Tu réfléchis, c'est ça qui. Ouais, je suis un peu trop dans la réflexion, Ouais. plutôt que dans l'action. C'est ça le problème. Ouais. Mais en tout cas, j'ai réfléchi, ça c'est sûr. Il y a une phrase de Nekfeu que j'adore. Il dit les années passent plus vite que les semaines. Et c'était un peu ça. On va parler de la défense. La défense, c'est déjà ce qui m'a amené à la rue, parce que je suis alcoolique depuis longtemps. Et c'est ce qui m'a fait perdre l'immense majorité des choses pas que je possédais, mais qui m'entouraient en tout cas. Donc je parle de ma maison, de ma femme, de ma fille, mon travail, ma carrière, ma vie de base, quoi. Et Une maintenant, base maintenant que Quelle t'es à la. On va parler de la base, t'inquiète. C'est Une pire, base c'est pire Vous maintenant avez parlé de d'ailleurs. base Non, pas forcément. Ça dépend des jours. Ouais. Enfin, il y a un truc qui a changé quand même. On vient de me dire le mot d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais ça avait changé avant, mais j'avais pas aimé ça. T'avais déjà basé avant d'être à la Une rue? fois, ouais. Ouais. J'avais pas aimé ça du tout. Pour clarifier quand même, basé, on parle donc De fumer de de la fumer coke. de la coke, quoi.
Et Au lieu de la taper en trace, on parle- c'est l'équivalent du crack. Le crack, c'est un peu pauvre, l'idée, ouais. c'est une façon. Le crack, c'est plus de la meth, Ouais. c'est des amphètes plutôt que de la coke. En tout cas, on parle de pipe comme de l'image Voilà. qu'on a, de la pipe en verre qui est chauffée avec un briquet C'est ça. et qui te envoie une perche directe. C'est ça. Et avant ça, la coke, tu l'as tapée, quoi. Ouais, Tu l'as exactement. Et c'est tapée, vrai ça veut que dire en trace je la- par ouais, le ouais, nez. ouais, c'est ça, je la tapais en trace. Et c'est vrai que oui, ça a changé, mais je pense pas que ce soit. Je pense pas qu'on puisse lier ça au fait que j'ai été à la rue. Je pense que dans tous les cas, moi, je me suis toujours drogué. J'ai toujours aimé ça. Depuis que je suis gamin. Enfin, depuis que j'ai 14-15 ans, quoi, on va dire. Voire même un peu moins, mais bon. Bref. Je pense pas que ce soit forcément lié. C'est plus une histoire d'expérience. Après, ouais, effectivement, j'ai vu beaucoup plus de gens. C'est un fléau. En vrai, c'est un fléau. Dans la zone telle que je la connais aujourd'hui à Toulouse, la cocaïne basée, c'est un fléau. C'est-à-dire que tout le monde est tombé dedans. En 6 mois que j'ai vu là, il y a encore 8 mois, 9 mois, quasiment personne le faisait. Et c'est devenu une mode de ouf. Et du coup, en quelques mois, aujourd'hui, tout le monde fume de la coke et tout le monde ne fait la manche que pour ça. C'est un truc de fils de pute, je te jure. Vraiment, c'est hallucinant. Que tu ailles à n'importe quel spot, dans n'importe quelle zone, c'est que ça. Donc il y a Mais, cette mode, pour il y a moi- cette mode qui est arrivée sur la zone, mais Ouais, mais il y a un peu dans aussi le toute la fait, France apparemment. mais il y a aussi le fait que tu De étais ce quand que même dans j'ai un entendu. point de rien à foutre, parce que tu t'étais plus ou moins interdit de tomber là-dedans et tu l'as fait là. Mais je me suis toujours interdit de tomber dans le tank, d'enfer dans le fait de se piquer, Mhm. et je l'ai pas fait. Mhm. Donc, finalement, je garde quand même toujours mes interdits, Ouais. tu vois. Mhm. La coke, le fait de la fumer, c'était pas que c'était un interdit, c'était juste que j'avais eu une première mauvaise expérience, tu vois, Ouais. et que je préférais largement la taper. Ok. Et en fait, la deuxième expérience que j'ai eue, j'ai fait waouh. En fait, c'est tellement mieux de la fumer. Et en fait, c'est pas que c'est tellement mieux de la fumer, c'est que c'est différent. C'est deux effets complètement différents. Et l'héroïne, c'est plus à la mode maintenant ou quoi? Si, au taquet. Ouais. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais. Qui est quoi, taper ou fumer ou piquer? Les trois. Ouais. Moi, j'ai vu des mecs se taper, se piquer au Seresta, frère. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un médoc qui est qui est pour le traitement contre l'alcool. Quand Mhm. tu rentres en clinique ou quoi. Enfin, quand tu essaies de te sevrer de l'alcool, on te donne des Seresta. C'est censé être une espèce d'anxiolytique couplé avec un truc qui va te couper le manque de l'alcool, en gros, tu vois. Et j'ai vu des mecs se tanker avec ça. C'est-à-dire se mettre ça dans les veines. Et c'est noir comme de la suie, comme du pétrole, frère. Et les mecs qui se mettent ça dans les veines, enfin, tu vois, non, c'est. Non. Si tu veux me parler de la défonce dans la rue, t'es pas prêt. Mhm. T'es pas prêt. J'ai vu des gens faire des choses vraiment, vraiment de ouf. Ouais. Ouais, beaucoup plus que. Enfin, beaucoup plus. Pas beaucoup plus, mais tu connais et. Tu le sais, et toi aussi tu connais, le monde de la teuf, Mhm. le monde de la techno, des camtars, de tout ça. Donc un peu le monde de la rue. Ça se Ouais, rejoint bah, quand ils même. sont très proches, bien Ça sûr. se rejoint. Clairement. Voilà. Mais j'ai vu beaucoup plus de trucs sales en un an de rue qu'en 15 ans de teuf. Ouais. Au niveau de prise de drogue et de. Cette espèce de besoin de s'autodétruire, quoi. De se tuer, tout simplement. D'envie de mourir, quoi. Mais sans avoir. Peut-être, je sais pas, la conscience, les couilles ou le. J'en sais rien, mais. Sans avoir ce truc de vraiment faire le pas et se tirer une balle dans la tête, tu vois. Mais. Par contre, tu sens une volonté. Je parle pas de tout le monde, évidemment, Mhm. hein, mais ça existe. D'autodestruction, mais extrême. Extrême. Genre, plus aucune. Comme on disait tout à l'heure, au niveau des lois, tu vois, bah, tu fais plus partie des mêmes lois. T'es sorti de la société. Bah, au niveau du respect de la vie, t'es plus pareil non plus. T'es sorti aussi. Il y a un côté je m'en foutiste, mais qui est vraiment religieux, tu vois, et qui est extrême. Et qui est, mais de toute façon, enfin voilà. Cet été, en 4 mois, j'ai perdu 5 personnes que je connaissais. C'était pas des amis, parce que j'arrivais à peine à la rue. Mais pour certaines personnes que je connais, c'était des vrais amis.
qui étaient à la rue depuis 3-4 ans avec, tu vois. Et cet été, il y en a 5 qui sont morts. Parce qu'il y avait du produit de merde qui tournait à Toulouse, tu vois. Il y avait de l'héros de merde qui tournait à Toulouse. Et il y a eu 5 OD. 5 OD en 4 mois. Et donc, ça te remet un peu, ouais, enfin... En général, moi, dans ma vie de tous les jours, enfin, quand... Je perds pas 5 personnes, 6 personnes en 4 mois dans ma vie. Toi non plus. On est d'accord. Et donc voilà, il y a cet aspect aussi envers donc la valeur, ouais, je disais le respect, mais c'est plutôt la valeur de la vie. La valeur de la vie qui change. L'aspect, il change. T'as plus la même valeur de la vie. Elle devient beaucoup plus futile, beaucoup plus absurde, encore une fois. Peut-être. Et le cul, ça se passe comment? Je connais beaucoup de couples, surtout. Ouais. Ouais. Et quand t'es pas en Très couple? peu de libertinage. Je sais pas, encore une fois, je fais pas la différence avec quand j'étais pas à la rue, quoi. Si, évidemment que le regard des filles, il est différent, tu vois. Mais j'ai quand même réussi à me faire inviter 3 fois par 3 filles. Bon, j'en ai baisé aucune. Et j'ai dormi sur le canapé. Ok. Mais quand même, Ouais. elles m'ont invité chez elles. Et pour que je passe une nuit tranquille, parce que j'étais tout seul et qu'il pleuvait, qu'il faisait froid, Dani, elle avait pitié. Tu dors où ce soir? Bah t'inquiète. Non mais tu dors où ce soir? Ouais, t'inquiète. Non mais tu dors où ce soir? Bah t'inquiète. Allez, viens à la maison. Ok. T'inquiète. Ok, t'inquiète. J'arrive. C'est ça. Ouais. Mais non, ouais, après, effectivement, je sais pas où tu veux. Encore une fois, t'es pas psychologue, toi, t'es psychothérapeute, quoi. Et ensuite. Non, mais ça. C'est ça, tes questions, elles sont tout le temps méga floues, tu sais. Non, elles sont pas floues parce que Et j'essaie le de savoir un sexe. peu comment ça Et le marche le sexe. cul dans la rue, quoi. Est-ce que. Bah, il y a des putes à coke, déjà. Ouais. Il y a beaucoup de couples. Il y a. Après, pareil, encore une fois, est-ce que c'est entre la zone ou moi qui suis dans la zone et envers les autres C'est filles. ça. Toi, ce dont tu viens de me parler, c'est avec. Les autres filles. Ouais, pas avec Qui sont la pas zone. de la zone. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais, Alors que ouais. moi, c'est vrai que ma question était plutôt au Ouais. sein de la zone. C'est plutôt limite moyen-âge. Enfin non, mais parce que là on va penser à bordel, à tout le monde baise ensemble. Non, c'est l'inverse. C'est limite chacun a sa meuf et c'est ouais limite plus strict. Et les filles qui sont célibataires en général, elles le sont pour une bonne raison, parce qu'elles l'ont voulu. Et donc après. J'ai baisé j'ai baisé avec une meuf cet été qui vivait dans son camion, qui avait l'intention de rester célibataire, on a juste baisé. J'ai baisé une autre meuf là juste en début d'année, pareil, enfin non, je l'ai même pas baisé en plus. Bref. Mais bon, ça a été un peu chaud, c'était juste là dans la chambre à côté. Et non, après, je sais pas, non, il n'y a pas de différence. La cour de collège, gros. Tu vois la cour de collège? Ça répond à toutes tes questions. Ouais, ça baisait pas la cour de collège. Ah bon? Enfin, moi, non, Putain. mais. Toi, non, mais. Moi, oui, putain. Laisse tomber. Au collège? Ah ouais, Ouais. 14 ans, 13-14 ans. Ouais. Ça baisait, déjà, dès 12-13 ans, ça se commençait à bien se tripoter. Ouais, à se mettre des watts, quoi. C'est ça. Ah, il y a les chauds patates, quand même. Mais non, je sais pas, il y a rien. Non, il y a pas de. Il y a rien de particulier à en dire. Non. Il y a pas de. Non, mais Je la te dis, les filles, soit elles sont protégées, Ouais. parce qu'elles ont trouvé un entourage, parce qu'elles ont une certaine. Je sais pas du tout. Je suis absolument pas misogyne, ni sexiste, ni machiste, tu le sais très bien. Hein. Et en plus, rien que le fait que je me justifie, ça prouve que je le suis. Bref. Mais il y a des filles, voilà, dans la zone, des fois, et même des mecs, ben voilà, justement, je vais me rattraper en disant que, soit fille ou mec, c'est pareil, de toute façon. Il y a des gens qui affichent une certaine fragilité. Et soit ils vont se faire abuser, soit ils vont trouver un cocon de protection autour de gens qui vont les protéger. Et la majorité des filles
soit elles sont assez fortes et laisse tomber, comme je te disais tout à l'heure, si elles te mettent une patate, tu t'endors, mais enfin, voilà. Je te présenterai, je te présente un jour, tu vois. Laisse tomber. Enfin, c'est des caractères, mon pote, t'imagines même pas. C'est des ouragans, les meufs. C'est des ouragans. Alors qu'elle fait une tête de moins que moi, elle est toute fine, elle est toute mignonne, elle est super belle, c'est une très belle fille, tu vois. Mais elle a un caractère, mon pote. Personne s'approche. Personne s'approche. Soit en général, elles sont protégées. Voilà. Hier, quand on s'est vu, on avait quand même parlé de ces gens qui ont choisi la rue. Qui avaient quand même deux gros trucs principaux, deux gros traits principaux entre ceux qui sont tombés à la rue. C'est pas de gros traits principaux. C'est une différence. Ouais, C'est une grande différence. ouais, voilà. Mais tu peux pas séparer les gens de la rue en deux avec ceux qui ont choisi et ceux qui n'ont pas choisi. Parce que c'est comme c'est 99% de gens qui n'ont pas choisi et 1% de gens qui l'ont choisi. Mhm. Donc c'est une extrême minorité. Ouais. Les gens qui ont choisi d'être à la rue, c'est une extrême minorité. Vraiment. Qui viennent de milieux sociaux où ça allait, où il n'y avait pas de problème. Ils ont rien eu à fuir. Parce qu'il y a des gens, ils ont fui un confort bourgeois. Mais pourquoi ? Parce qu'ils étaient abusés par leur père, Mhm. par leur oncle. Eux, ils ont fui une ou d'autres souffrance. choses. Ils ont fui une souffrance. Ils ont fui quelque chose. Mhm. Ils ont fui quelque chose. Mhm. Quelle qu'elle soit. Une souffrance, comme tu dis. Un problème. Et soit c'est ça, soit on s'y retrouve parce qu'on n'a plus rien, parce qu'on est démunis, donc on se retrouve dehors. Soit on choisit d'y être parce que la vie de bohème. Mais ces gens-là n'existent quasiment pas. Enfin, c'est un pourcentage, franchement, qui est... Je te dis, ouais, peut-être 1%, quoi. Ouais, donc c'est presque un peu mythique quoi, de parler de choix de vivre dans la rue. Complètement. Bah, c'est mythique parce que ça rassure les gens qui donnent pas aux mendiants, aux clochards, tout ça, à tous ces gens qui voient les gens dans la rue et qui se disent, ils l'ont choisi. Ça les rassure, en fait. De se dire, de toute façon, c'est leur faute. Alors que non, c'est jamais notre faute. Enfin, si, c'est peut-être notre faute d'être faible, d'avoir eu une faiblesse à un moment donné et de pas avoir réussi à la surmonter. Au niveau de la société, je sais pas, je me définis comme quelqu'un d'abandonné et en même temps quelqu'un de beaucoup aidé, avec très peu de moyens mais avec beaucoup de force. Parce qu'il y a beaucoup d'assauts, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de bénévoles notamment, de maraudes, de tout ça, de gens qui s'organisent pour aider les plus démunis, les SDF, les gens qui galèrent dans toutes circonstances. Il y a vraiment un truc qui existe en France qui est incroyable. Si tu veux prendre une douche, si tu veux faire une machine à laver, si tu veux dormir, c'est plus compliqué, mais tu peux y arriver en poussant vraiment beaucoup, beaucoup de portes. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de services. Mais ces services, ils sont alternatifs à la société. Ils sont alternatifs en tout cas à l'État, au gouvernement. C'est des choses qui se sont montées d'elles-mêmes parce que justement, il n'y avait pas de solution. Et ça, je trouve ça abusé. Enfin, je trouve ça inadmissible. Et c'est là que je dis que je me sens abandonné, comme je sens en tout cas tous les gens de la rue abandonnés. C'est-à-dire que, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres choses, même quand tu élargis, je vois qu'il y a des systèmes alternatifs, des ZAD, ce genre de choses, qui se montent, des villages d'autogestion qui se montent. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on cherche une solution, une solution qu'on ne nous donne pas. Et qu'aujourd'hui, on est persuadé finalement de ne plus pouvoir trouver cette solution dans la société qu'on connaît actuelle. Et voilà. Et en fait, quand tu arrives à la rue, souvent tu y arrives par défaut. Enfin, l'immense majorité du temps, tu y arrives par défaut. Pas par choix, en tout cas, mais tu y arrives. Et parce que tu n'as pas d'autre choix, justement. Et tu trouves dans la rue, quelque part, cette société alternative, dans laquelle tu peux te complaire. Si tu arrives à trouver les bonnes personnes et le bon système. Tu vois ce que je veux dire ? Mhm. Voilà. Tu peux même t'y épanouir. Carrément. Ouais. Ouais, carrément. Ah ouais, moi j'ai... L'hiver, bah après, il y a beaucoup de gens qui rigolent parce que quand je pars
le 25 décembre chez ma maman faire Noël, qui se foutent un peu de ma gueule, tu vois, qui me traitent un peu de clochard bourgeois, tout ça. Parce que j'ai encore ma maman et nani nana et ma fille que je vais voir de temps en temps. Et eux, ils ont rien, en fait, tu vois. Et donc en même temps, j'imagine que c'est une certaine forme de jalousie. Et enfin, en tout cas de manque de leur part. Eux, ils l'ont pas. Donc oui, c'est de la jalousie, mais c'est avant tout de la souffrance. Mhm. Et j'avoue que cet été, c'était beaucoup plus simple que cet hiver, tu vois, de dormir dehors. Et ouais, je me suis carrément épanoui. J'ai carrément, à partir du moment où j'ai commencé la rue, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais totalement perdu. C'est-à-dire une famille, des gens de confiance, des gens... Un truc à faire aussi, un objectif par jour, tu vois, parce que j'avais plus rien, j'avais perdu ma fille, mon taf, j'avais plus rien à faire de ma journée, j'avais plus de raison de me lever, tu vois. Là, j'avais une raison de me lever, c'était d'aller faire la manche Mhm. et d'arriver à avoir le soir de quoi manger, de quoi faire la fête, de quoi se faire un barbecue, Mhm. de quoi faire plaisir aux potos. Et voilà. Et du coup, ouais, il y a eu ça m'a... Quelque part, ça m'a un peu sauvé de d'arriver à la rue parce que j'étais dans une situation où et là j'avais dit que je parlais pas personnel. Ouais, mais vas-y. On n'est pas dans une putain de séance de psy là. Non, mais... Non mais ouais, j'étais dans une situation où la société où je correspondais plus à la société et la société me correspondait plus et de toute façon je pouvais plus payer ce que je devais payer et donc je n'avais plus droit à ce dont j'avais droit, c'est-à-dire un appartement, tout ça quoi. D'ailleurs, je voulais en parler un peu aussi, surtout vis-à-vis de la solidarité, parce que tu me disais qu'il y en Mhm. avait, mais c'est quoi ses limites? Elle se traduit comment? Tu veux parler à l'intérieur entre nous? Entre vous, Entre hein. les gens de la Ouais, rue ouais, ou ouais. avec Ouais, 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 entre entre gens. nous Ouais, et ouais. les assos? Non, non, entre les assos, on en a parlé, on en Ouais, reparlera un peu voilà, pour plus. ça, parce que Non, non. la Ouais, solidarité, non, là, il non. y en a beaucoup. Là, je parle entre Entre nous. habitants de la zone. Comme toi avec tes potes. Ouais, Il y en a, c'est des crevards et il y en a, c'est des cœurs ouverts. ouais. Il n'y a rien de notable, de très différent des Non. relations humaines classiques, quoi, on va dire. Non. Je sais pas, toi, t'as un pote, il te dit putain, j'ai eu que la moitié de mon chômage ce mois-ci ou mon salaire parce que je me suis fait. Parce que je suis passé à mi-temps à cause de la crise sanitaire, nani. J'ai besoin d'un truc à bouffer, tu veux pas me dépanner un peu? Tu dis, ah oui, tu vois. Mhm. Moi, enfin, nous, c'est la même. Un mec qui vient et qui dit, j'ai besoin de quelque chose, bah, je lui dirais oui. Et en général, on m'a dit oui aussi. Et il y a des gens qui m'ont dit non, comme dans la vie de tous les jours. Enfin, comme dans la vie de tous les jours. Comme quand j'étais salarié, domicilié. Ouais, mais Et tu tu vois, t'es du pas à la coup, rue. il y a une petite différence alors quand même. Ça serait que ce mec qui arrive, tu le connais pas forcément, mais c'est un peu déjà pas un frère, mais en tout cas un proche à qui tu dis oui comme un ami, même si c'est pas vraiment ton ami. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Une espèce. Toi, tu parles d'une solidarité Une sorte entre d'amitié gens de la zone, prédéfinie? entre zonards. Ouais, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, mais carrément. Une fraternité. Ouais. Ouais, ça existe, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et si t'es un crevard comme tu aurais été un crevard avec tes amis. Voilà. Mais si t'es un mec généreux, ce type c'est ton ami. Dans Même tous si les tu le cas. connais pas, c'est un C'est ça, zonard comme exactement. toi, c'est ton ami Ouais, déjà quoi. c'est ça, c'est Ouais. ça. Ça c'est Ouais, palpable. ouais, carrément. Et moi, c'est comme ça, par exemple, que j'ai été accepté dans la zone. C'est par générosité. C'est parce qu'il y a un mec qui est arrivé, qui connaissait la zone, et qui a dit, bah, lui, c'est Tony, et bah, il est dehors, et il va dormir ici, ça vous va. Et ils ont dit, bah ouais, normal, pas de problème. Donc ouais, il y a une solidarité, tu vois. Enfin voilà, si tu viens me voir, moi tu viens me voir, je suis en train de faire la chème, tu viens me voir, tu me demandes une clope, si j'en ai, je te la donne. Les gens, ils sont là, ouais, on taxe pas les clochards, ça se fait pas, nani. Gros, je passe ma journée à faire ça. Je suis assis sur le trottoir à demander de l'oseille et des garettis aux gens. Évidemment que si on me demande une clope, je la donne, tu vois. Mm. Normal, tu vois. Et il y a plein de gens, enfin, il y a une pitchounette qui est venue nous voir il y a peut-être 2 mois maintenant, quand on était avec à Esquy. Et elle s'est posée, elle nous a dit, ouais, je connais pas du tout Toulouse, je sors du train.
Je dis, mais t'as quel âge? T'es une gamine. Elle avait une grosse crête de punk, tu vois, avec un tatouage et tout sur le visage. Genre, enfin, elle est tatouée, ouais, jusque-là. Tout là, du crâne et tout. Donc, tu vois, une bonne punk quand même, tu vois. Ouais. Mais une gamine. Ça se voyait direct, tu vois. Et elle me dit, j'ai 20 ans. Je suis, waouh. Et elle me dit, je connais pas Toulouse. Et vous avez l'air cool, est-ce que je peux me poser vite avec vous, quoi? Et on lui dit, mais t'inquiète, pose-toi avec nous, mais fais plus que ça. On va te présenter la zone, on va te donner des bons endroits où dormir avec des belles personnes, parce que t'es une pitchounette et tu nous dis, t'arrives, tu connais personne, tu vois. Et donc voilà, nous on rend aussi ce qu'on nous donne, tu vois, ce que moi on m'a donné quand je suis arrivé à la rue. J'essaye de le rendre aussi, on essaye de garder cette ambiance-là. Donc ouais, cette solidarité-là, ouais, elle y est, elle existe, carrément. Mais il y a aussi du danger. Bien sûr, D'autres zonards, de la part d'autres zonards. bien sûr. Bah, il y a des fils de pute, Ouais. comme partout. Ouais. Voilà. C'est tout. Enfin, je sais pas. Je te dis, après, il y a aussi il y a encore une fois, ce qui chapeaute tout ça, c'est la loi du plus fort, de toute façon. Donc le danger, évidemment, qu'il y est, parce que c'est une guerre permanente. Mais il y a une entraide aussi avec. Ben, ça dépend des gens, tu vois. T'as des gens, ils vont profiter des plus faibles. T'as des gens, ils vont essayer de les aider. Voilà. T'as des connards dans la rue qui vont être des connards, comme des connards dans la vie qui vont être des connards, tu vois. Et t'as des gens dans la rue qui vont être solidaires et protecteurs et empathiques, comme ça va l'être au bureau, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pareil, les gens, c'est les gens, c'est la même chose. Salut Éléonore. Salut Nicolas. Donc t'es étudiante en ciné. Yes. Ouais. Et t'as participé au tournage d'un court-métrage mettant la rue en scène. Oui. Peux-tu nous décrire l'intention de départ du projet? Ce projet, on l'a débuté il y a plusieurs années, on l'a fini il y a 1 an. En fait, je suis membre d'un collectif d'écriture et de réalisation de films. Il y a quelques années, j'avais jamais écrit de film, jamais réalisé rien. Et l'un des membres, Romain, m'a proposé de réaliser un film avec lui. Un film sur la rue. Il m'a expliqué qu'il avait écrit une chanson qui racontait l'histoire d'une jeune maman qui se retrouve à la rue, qui passe plusieurs années dans la rue. Et il m'a dit, bah viens, on en fait un film. Il m'a envoyé sa chanson, je l'ai trouvée très belle. Je me suis dit, oui, elle est super, sa chanson, cette histoire est touchante, j'ai envie de la raconter. Et le truc cool, c'est que sa chanson était très scénarisée. Il y avait plein de choses. Il y avait un début, un milieu, une fin, plein de péripéties qui arrivent à cette ESDF. Donc je me suis dit, ça va être facile d'en faire un film. Donc on a commencé à adapter une chanson au cinéma. On a commencé à travailler et très rapidement on a réalisé que ce texte, il était bourré de clichés, bourré de stéréotypes. Et je pense qu'en chanson, ça passait assez bien. Mais au cinéma, ça pouvait pas passer pour moi. On pouvait pas raconter l'histoire d'une ESDF. Et globalement, le truc de base, je crois, c'était la SDF boit toute la journée, se drogue. Voilà, enfin, c'était pas incroyable, quoi. Les personnages étaient aussi un peu stéréotypés, manquaient de profondeur. Donc, on avait tout un travail à la fois au niveau du scénario, au niveau du rythme, un truc que tu fais sur tout scénario. Et puis, un travail à faire sur le fait de raconter l'histoire de SDF. C'est pas du tout facile et ça implique en fait de beaucoup se renseigner. Donc mon ami Romain, il s'était pas renseigné. Il avait écrit une chanson qui était sortie de son imaginaire et qui était imprégnée de clichés. Et moi, du coup, j'ai commencé à me renseigner et à lire des choses et à parler à des SDF pour comprendre ce que c'était vraiment que la vie dans la rue. Je pense que c'est nécessaire à tout projet, de toute façon. Quand tu veux faire un film sur un truc que tu ne connais pas, le mieux, je pense que c'est de ne pas le faire, honnêtement, a posteriori. Mais si tu veux quand même le faire, il faut que tu te renseignes. Tu t'y es pris comment pour te renseigner? J'ai lu beaucoup de début, je n'osais pas parler à des SDF. Donc j'ai lu beaucoup de témoignages sur Internet qui sont dispo. C'était particulier parce que on racontait l'histoire d'une SDF et la vie des femmes dans la rue n'a rien à voir avec celle des hommes. Les femmes, elles se cachent dans la foule. On ne voit pas les SDF dans la rue, les femmes.
les seules femmes qu'on voit dans la rue, elles sont accompagnées d'autres SDF qui sont des hommes. Donc, trouver des témoignages de femmes ayant vécu dans la rue, c'est pas facile. Trouver des femmes qui vivent dans la rue, c'est pas facile. Donc voilà, d'abord Internet, des témoignages. J'ai aussi visionné des films qui racontent l'histoire de femmes SDF. Il y en a quelques-uns. Je peux citer Santoine-Illois de Varda, qui est pas mal. Les Invisibles, il est très bien. Je sais plus qui l'a fait. Et un autre film qui s'appelle Versailles, qui raconte aussi l'histoire d'une maman qui est dans la rue. Alors lui, j'ai vu que le début, j'avoue. J'ai pas tout vu. Mais il avait l'air bien. D'accord, bon, on le mettra dans les ressources de description du podcast. Donc voilà, j'ai lu des témoignages, j'ai regardé des films, puis je suis allée quand même parler aux quelques SDF que je croisais, parce qu'à force de lire des témoignages quand même assez durs, faut savoir que les femmes qui vivent dans la rue disaient des trucs comme je me suis fait violer 70 fois, enfin c'est des trucs horribles quoi. À force de lire ces témoignages très durs, moi j'étais très triste pour ces femmes, donc j'allais beaucoup plus leur parler, mais tout simplement parce que j'avais envie de les soutenir, donc j'allais les voir et je leur disais pas que je faisais un film sur leur vie parce que j'étais un peu gênée d'abord. Puis donc on se parlait et voilà quoi, j'ai commencé à parler, à entendre des histoires qui m'ont vachement touchée. Et voilà comment on a fait le film. Et t'as réussi avec elle à poser des mots sur le viol, sur ce que c'est réellement, ou est-ce que t'arrivais toi à venir poser des questions là-dessus? Un petit peu, quoi. Je l'ai lancé un peu. Et en fait, ça dépend vraiment des femmes. T'as des femmes qui vont direct te dire ah bah l'autre jour, c'était horrible, machin, et qui te balancent tout à la gueule, et tu te dis bon, ok. Enfin, c'est dur. Et puis, t'as des femmes qui vont être très pudiques et pas trop parler. Enfin, en fait, comme tout humain, quoi. Après, voilà, il y a plein de points communs chez toutes ces femmes, donc toutes les agressions sexuelles, le fait qu'elles ne peuvent pas être seules dans la rue. Je me disais que des hommes seuls dans la rue, oui, il y en a. Mais des femmes qui vivent seules dans la rue, c'est super compliqué. Très rapidement, elles essayent de rejoindre des groupes pour être protégées, quoi, parce que seules dans la rue, elles sont trop vulnérables. Le gros travail, c'était je pars d'une chanson bourrée de clichés, je déconstruis et je reconstruis. Donc on avait une base quand même assez bancale. On en a fait quelque chose. Ok. Et donc maintenant, on arrive au moment du tournage. Ouais. Ouais. Comment ça s'est passé? Le tournage s'est très bien passé. C'était quand même intéressant parce qu'on tournait beaucoup dans la rue. Donc, on rencontrait plein de gens qui nous voyaient tourner, qui nous voyaient filmer une SDF qui fait souvent la manche, etc. Et je me souviens que j'ai par exemple un passant, un homme qui avait l'air assez bien dans sa vie, bien dans ses pompes, qui nous a dit mais vous avez pas mieux à faire que de filmer des SDF, sous-entendu allez plutôt les aider quoi, allez plutôt faites des maraudes etc. Plutôt que de les filmer. Et ça m'a questionnée parce qu'à un moment donné je me suis dit bah peut-être que oui, peut-être que enfin, c'est un truc qui est revenu plusieurs fois quoi. Qu'est-ce que je m'embête, je travaille pendant des mois, je donne énormément d'énergie pour raconter un truc que je connais pas très bien, pourquoi faire? Et en fait, on a tous un domaine, quoi, et que ça peut être les maraudes pour certains, ça peut être de faire des films pour d'autres. Et en fait, j'ai réalisé que c'était très important de raconter la vie des SDF par la fiction, parce que c'est un moyen de les faire exister, en fait, auprès d'un public qui ne s'intéresse pas tellement à la vie des gens dans la rue. On s'est beaucoup interrogé sur notre rapport en fait au SDF. Comme on n'avait jamais vécu dans la rue, on est parti de ça et de ce que tu peux ressentir quand tu croises un SDF. Ce que tu peux ressentir, je pense en tant que patient, c'est à la fois de la pitié et de la gêne parce que tu ressens de la pitié, tu as envie d'aider le SDF ou la SDF. Et en même temps, tu peux pas toujours. Tu peux pas aider tous les SDF. Et donc, on a voulu un peu faire ressentir ça au spectateur, le remettre dans cette position où tu t'attaches au personnage principal, à cette jeune maman, mais en même temps, t'es un peu gêné par rapport à tout ce qu'elle vit. Je me souviens qu'on me disait, mais les SDF de votre film, ils ressemblent pas à des SDF. En fait, dans notre film, il y a beaucoup de femmes, surtout. Il y a quelques hommes, mais les personnages principaux sont des femmes, donc des SDF. Et en fait, il faut savoir que les
femmes qui habitent dans la rue, elles se cachent dans la foule. Il n'y a pas marqué SDF sur elles, puisqu'il faut pas, en fait. Il faut pas qu'elles se fassent repérer, elles sont très vulnérables. Donc, on a fait ça. On les a représentées telles qu'elles sont vraiment. Mais ça a gêné les spectateurs qui sont imprégnés de clichés et qui se sont dit, non, c'est pas des SDF, c'est des meufs normales, c'est des meufs que je croise dans la rue, c'est bizarre. Et en fait, c'était un peu compliqué, ça. On a voulu faire les choses de façon très réaliste, quitte à gêner les spectateurs et quitte à ce que les spectateurs soient bousculés dans leurs stéréotypes. J'ai préféré être très réaliste. En fait, c'est un film qui est très, très politique. On l'a pris comme ça, comme un film politique, quasiment documentaire, mais pas documentaire. C'était notre premier, donc on faisait plein d'erreurs. Mais voilà, j'ai quand même tenu à ce que ce soit un film politique, réaliste, et loin des clichés. Et comment t'as fait ce constat que les nanas dans la rue faisaient l'effort d'être invisibles, en l'occurrence, là, c'est elles qui font le travail pour le coup, mais comment tu l'as fait ce constat? Parce que ça saute pas aux yeux, justement. En fait, si tu marches dans la rue, tu verras que tu vois pas de femmes. Ouais. Déjà. Donc, en fait, moi, je le savais, parce que des femmes me l'ont dit. C'est un truc qui ressort beaucoup des témoignages, c'est-à-dire que les femmes se cachent, les femmes se fondent dans la masse, comme on disait. Mais après, tu le constates très vite, quoi. Je regardais autour de moi, je disais, mais je ne vois pas de femmes. Où sont-elles? Et en fait, elles sont dans les foyers, elles sont ailleurs, quoi. Mais après, les femmes que tu verras dans la rue, c'est les femmes punk, un peu, qui traînent en bande, mais les femmes seules, tu les repères pas. Donc déjà, ça a confirmé mon ressenti. Et puis après, c'est un truc que j'ai entendu dans des témoignages, que les femmes m'ont dit. Pendant le tournage, il y a un jour, on avait prévu de tourner sous un pont. Donc tout était prévu. On arrive avec nos acteurs qui sont pas SDF, qui jouent des SDF. On arrive sous le pont, on s'installe. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des SDF sous le pont. Et ça, c'est un truc qu'on avait un peu anticipé. On s'est dit, s'il y a des SDF, on va pas jouer devant eux, quoi. On est en train de jouer leur vie. C'est très, très gênant. On fait pas ça. Et donc on arrive, j'ai une amie qui a beaucoup vécu dans la rue, qui est très à l'aise avec les SDF et tout, et qui me dit, mais franchement, je pense qu'ils peuvent accepter et tout. Et je dis, bon, ok. Donc on est allé leur demander, et ils nous ont dit, mais non, mais c'est trop bien ce que vous faites, nous on va figurer et tout, donc trop cool. Et il y avait parmi ces SDF une fille qui s'appelle Anna, qui a 21 ans. Je lui ai raconté l'histoire du film et elle m'a dit mais c'est l'histoire que je vis et que j'ai vécue. Elle est dans la rue depuis qu'elle a 15 ans. Et elle me dit mais moi, ce truc de je me fais violer quasi tous les soirs, ça m'est arrivé. Ce truc de j'ai besoin de rejoindre une bande pour être en sécurité, je l'ai fait. Enfin, tout ça, c'est ce qu'elle vivait. Donc là, on s'est dit ok. En fait, c'est bien de faire un film sur cette histoire et apparemment on a réussi, on a bien déconstruit les stéréotypes et on raconte une histoire qui apparemment est celle d'une femme à qui je parle là, donc on a réussi. Donc ça c'est super. Ouais. Mais bon, au-delà de ça, apparemment tu m'as expliqué que le résultat du film en lui-même ne t'a pas satisfait totalement. Pas tellement, mais je pense que c'est normal, c'est un premier film, donc forcément on fait beaucoup d'erreurs. Indépendamment de ce sujet qui est politique, beaucoup d'erreurs techniques au niveau du scénar, etc., du jeu d'acteur qui peut-être pas parfait, et tout ça, mais sinon, je pense qu'on a réussi à raconter une histoire politique, et tout simplement parce que ça a touché au moins une personne. Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.